Michel Barbaza est professeur émérite de préhistoire à l'université Toulouse-Jean Jaurès et membre du laboratoire Trace. Il a dirigé et participé à plusieurs fouilles archéologiques en Occitanie et en Europe occidentale dans le cadre de ses travaux de terrain sur l'étude des cultures de la fin de l'époque glaciaire et du début du nouvel ordre climatique. Samedi 9 avril 2022, Michel Barbaza a présenté à la librairie Ombre Blanche son ouvrage 1902 Émile Cartaillac, le mea culpa d'un sceptique, édition Midi-Pyrénéenne, collection cette année-là, lors d'un débat animé par Carole Fritz, responsable du CREAP, Centre de recherche et d'études de l'art préhistorique Émile Cartaillac, et de l'opération de recherche scientifique de la Grotte Chauvet. Merci à Bernard Séden pour les publications de cette collection et surtout le 1902 d'Émile Cartaillac. Je remercie Didier Foucault aussi, que je ne connais pas, peut-être que je le rencontrerai. Et merci à Ombre Blanche de nous accueillir pour cette petite séance. Comme Michel vient de le dire, je suis très attachée à Émile Cartaillac. J'ai beaucoup d'admiration pour ce personnage. Pour cet homme, et puis surtout aussi pour quand on est capable d'écrire un tel article et dire sur la place publique qu'on s'est trompé, c'est pas permis, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Et merci à Michel d'avoir écrit cet ouvrage que j'ai là. Voilà, je vous conseille de le lire quand même parce que il n'est pas très gros, mais il se lit très très facilement. C'est passionnant. Et ce n'est pas que le mea culpa d'un sceptique, c'est replacer cet écrit dans un contexte social, dans un contexte idéologique de l'époque, et c'est vraiment très très bien. Alors, Michel Barbaza, je vais m'asseoir, mais je ne sais pas si tout le monde le connaît ici, mais il est professeur émérite des universités, notamment du T2J, donc Jean Jaurès, en archéologie. Et surtout, Michel est un grand archéologue et il est très modeste. Il ne le met jamais en avant, mais il a fouillé le paléolithique, du paléolithique supérieur, de l'épipaléo, du méso. Il s'intéresse à plein de choses. On a des spécialités, mais pour comprendre nos spécialités, il faut vraiment aller voir ce qui se passe autour. Et c'est complètement son cas. Alors évidemment, on parle du mea culpa d'un sceptique, donc moi je vais plutôt orienter un peu son parcours sur le paléolithique récent ou le paléolithique supérieur. Et il a fouillé quand même Troubat, un site fabuleux dans les Pyrénées, dans les petites Pyrénées, juste à l'entrée des grandes montagnes, Bédéiac, qui est également une grotte ornée. Et donc vous voyez que Michel, même si il n'a pas vraiment travaillé sur le paléolithique supérieur, sur l'art du paléolithique supérieur dans les grottes, il a fait d'autres choses, mais il n'est jamais très loin des parois ornées, quoi qu'il arrive, et il fouille au pied de ces parois ornées. Et surtout, ce qui est intéressant chez Michel, c'est qu'il propose toujours une vision très dynamique de ces sociétés, dans leur structure sociale et dans leur contexte culturel, et il ne peut pas les étudier sans ces structures-là, c'est-à-dire il fait une anthropologie de ces sociétés, une anthropologie de l'art. Et dans ta carrière, en 97, tu pars. Eh ben, tu pars en Afrique, en Afrique de l'Ouest, et dans le Sahel burkinabé. Et c'est là, en fait, que tu commences à, on va dire, étudier l'art. Alors, il ne va pas étudier l'art paléolithique, mais il part en Afrique pour étudier l'art préhistorique, bien sûr. Hein, et tu iras en Algérie, au Maroc, et surtout en Algérie. Tu as étudié plus de 80 sites. Oui, j'ai fait un vaste... j'ai essayé de les compter. J'en suis arrivée à 80 hier. Mais je pense que j'ai dû en oublier, quoi. 140, voilà, c'est ça. Mais surtout, dans ton parcours, tu vas apporter une documentation exceptionnelle de ces sites et tu vas renouveler, hein, je pense qu'on peut le dire, la vision qu'on a de l'art saharien, et surtout le renouveler dans ses particularismes régionaux. Et tu vas également proposer des hypothèses interprétatives. Et pour ça, je renvoie à ce magnifique ouvrage qui s'appelle Les Trois Bergers. Et surtout, j'aime beaucoup le sous-titre de cet ouvrage qui est « Du conte perdu au mythe retrouvé pour une anthropologie de l'art rupestre saharien ». Et ça, ce sous-titre, en fait, il veut tout dire. On reprend la démarche, hein, de l'archéologue qui est également anthropologue. Et en fait,
c'est l'archéologue historien, mais historien au sens où reconstruire l'histoire des sociétés passées. Et c'est vrai qu'on fait toujours une distinction entre l'histoire et l'archéologie, mais pour moi, l'archéologie, c'est l'histoire sans texte. C'est l'histoire de ces sociétés. Et page 3, alors ça, j'ai adoré, tu dis, comme dans les recherches faisant partie du territoire de l'historien, l'archéologue est tributaire de ses sources, mais aussi du regard sur lequel il interroge sa documentation. Il les organise à l'intérieur de diverses cultures matérielles en mettant en œuvre des typologies, nomenclatures et classifications variées, devenues largement consensuelles et d'usage courant aujourd'hui. C'est-à-dire que pour toi, quelque part, le territoire de l'archéologie est également le territoire de l'historien. Et ça, c'est fondamental. Et en fait, tu refais une incursion dans l'histoire, mais là, tu fais une incursion dans l'histoire écrite, si je puis dire. Tu passes le pas, tu vas chercher les sources écrites pour nous parler du mea culpa d'un sceptique et quelles sont en fait les circonstances qui t'ont réorienté vers l'écriture, si je puis dire. Merci beaucoup, c'est vraiment trop élogieux. Oui, le territoire de l'historien, comme chacun sait ici, est vaste et varié, évidemment. Je profite de ce détour, de ce retour, pour préciser qu'il y a 40 ans, une quarantaine d'années, j'ai été accueilli par les historiens de l'université, à l'époque du Mirail, maintenant Jean Jaurès. Et donc, j'ai supposé également qu'il pourrait me supporter pendant quelques années de plus, tout au long, pendant les quelques années qui me restent à vivre. Et j'ai proposé... Ton micro ne marche pas visiblement. Oui, merci. Bon, je crains des explosives, et comme j'ai la voix forte. Bon, donc, je disais... 40 ans de carrière à l'université, bon, je continue en tant que professeur émérite. Voilà. Je suis revenu, le territoire de l'historien, au travers de Cartaillac, normalement c'était le centenaire. Il est mort en 1921 et en principe, ce petit l'opuscule devait sortir en 2021. J'ai commencé à y travailler en 2019. Je l'ai écrit dans l'hiver 2020, mais le Covid en a décidé autrement. Et bon, il est sorti, c'est l'essentiel et j'en suis fort heureux de cette sortie, de voir. C'était en même temps, comment dire, la faute en incombe à Jean-Marie Paillet qui un jour m'a demandé, et en préhistoire à Toulouse, parlant de cette série dont il s'occupait, dont il s'occupe toujours d'ailleurs, et il a fait, il a écrit un texte pour cette série. Il m'a demandé, et à Toulouse, en préhistoire. Alors, sur le moment, j'ai dit en préhistoire. Une année en préhistoire, c'est dur. Et à Toulouse, dans une ville, il n'y en a pratiquement pas. Et aussitôt que j'ai dit ça, j'ai eu, évidemment, dans la tête l'image de Jean Vaquer qui fouillait sur les camps chasséens. Et très rapidement, j'ai dit à Didier Foucault et à Bernard Séden, je lui ai dit, allez voir Vaquer, certainement il vous fera quelque chose de bien. Mais c'est avec une pointe de jalousie, pourrait-on dire, ou d'envie, pas de jalousie, parce que Jean Vaquer était vraiment un ami, et une pointe d'envie de pouvoir figurer aux côtés de mes collègues historiens. Voilà. Voilà. Et en prenant le problème, disons, un peu par le biais, en rusant, avec une certaine astuce, et j'ai pensé, il n'y a que 1902, la date, et bien sûr, c'est le mea culpa d'un sceptique écrit, prononcé, Carole en a parlé, en 1902, etc., publié officiellement à cette date. Bon, voilà en gros pourquoi je me suis engagé dans cette voie. En plus, le sujet, évidemment, est passionnant. Et dans le fond, je me suis interrogé, j'ai dit, il suffit de mettre les choses en perspective. Je ne voulais pas faire un travail de préhistorien pur, parce que les préhistoriens connaissent parfaitement le sujet. On l'enseigne, j'ai enseigné pendant une trentaine d'années, on l'enseigne en première année. Tous les étudiants de première année et de licence connaissent le mea culpa d'un sceptique. Ils en ont entendu parler, il n'y a pas de problème. On espère. On espère, oui. Bon, donc inutile. En même temps, faire simplement de l'histoire. J'ai essayé de m'inscrire dans disons, dans le mouvement des idées. C'est mon but, c'est ce que j'ai essayé de comprendre. D'essayer de comprendre pourquoi on est arrivé en 1902 à écrire ce genre d'article tout à fait honorable, bien sûr. Voilà en gros pourquoi j'ai pénétré dans cet univers-là. Tu peux nous parler un peu d'Émile Cartaillac ? Attends, je vais Émile Cartaillac, voilà, autrement. Bon, Émile Cartaillac, je ne vais pas développer
outre mesure, dans la mesure, justement parce que la pendule tourne, et qu'il y a eu 2 expositions, il y en a peut-être une encore qui est active, qui ont été proposées récemment, là maintenant, cette année, en 2022, par Sandra Perret-Noguès sur Cartaillac, dont elle est le spécialiste. Et en même temps que j'ai rédigé ça, on s'était mis d'accord. Je lui ai dit, écoute, moi, je ne parlerai que de mea culpa. Tu as tout le champ libre pour Cartaillac. Évidemment, il y a un gros ouvrage à faire sur Émile Cartaillac. Donc, je passerai assez vite et je n'évoquerai que les aspects principaux qui nous concernent directement ici. Alors, voilà Émile Cartaillac jeune. Il naît en 1845 à Marseille et vient à Toulouse à l'âge de 15 ans, donc en 1860. Il est élève du lycée Pierre de Fermat, où il fait des études tout à fait brillantes et poursuit par des études de droit. C'est un juriste de formation. Il a eu le bonheur, oui, pour lui, le bonheur de naître dans une famille aisée qui le dispense de travailler. Il est avoué, vous savez, c'est une profession qui est confondue avec celle d'avocat. Il abandonne très rapidement pour se consacrer à l'archéologie, qui est sa passion. Très tôt, par exemple, il propose de faire un bulletin de la Société archéologique du Midi de la France. Dès une vingtaine, je me souviens la date, mais parce que je ne me souviens plus très bien, il participe en 1867, donc il a 22 ans. À l'aménagement du Muséum d'histoire naturelle de Toulouse, aux côtés de Noulet et de Turta. Et ce sont les personnes qui organisent la mise en place du Muséum d'histoire naturelle de Toulouse. Il est très actif dans ce domaine. Dans la même année, 1867, ce qui est assez faramineux, donc 22 ans, il se rapproche de Gabriel de Mortillet, dont il devient, je ne sais pas, à titre officieux, il n'a pas de fonction particulière, il n'a pas besoin de travailler, il ne travaille pas, mais il aide, il joue les utilités, il est très bien accueilli, évidemment, parce qu'il a un esprit très vif, il est passionné par sa matière, aux côtés de Gabriel de Mortillet, dont nous parlerons. C'est certainement le personnage essentiel de toute l'histoire. Pour organiser, d'une part, le musée des Antiquités nationales, actuellement musée de l'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye, nous en reparlerons. Et en même temps, il participe à l'organisation de l'exposition universelle de 1867, la même année. Vous savez, à cette époque-là, entre 1867 et 1900, il y a une exposition universelle tous les 11 ans. Donc, c'est assez facile à mémoriser. Nous parlerons rapidement des autres, des suivantes. Pas celle de 1900. 1900, c'est pratiquement de 1902, donc c'est en dehors du circuit. Mais des 2 autres, celles qui suivront sont intéressantes. Et auprès de Gabriel de Mortillet, qui est propriétaire d'une revue intitulée Matériaux pour l'histoire positive et philosophique de l'homme, il rachète cette revue et la transforme peu à peu. Je crois d'ailleurs qu'il y a une petite erreur dans l'ouvrage. Bon, c'est pas immédiat de toute façon. Il la transforme en matériau pour l'histoire naturelle et primitive de l'homme. Bon, donc il est propriétaire d'une revue qu'il achète pour 2000 francs or. Bon, je ne vois pas trop ce que ça représente. Peut-être les historiens, c'est beaucoup. Bon. C'est une belle somme, donc ça prouve bien son aisance, quoi. Ça, il n'en a pas besoin pour vivre. Et c'est cette revue, Les Matériaux, pour l'histoire naturelle et primitive de l'homme, qui va lui donner en quelque sorte un levier pour organiser la vie scientifique, la vie archéologique à Toulouse, mais également en France et ailleurs, et en Espagne. Enfin, il a une activité très, très forte. Grâce à cette revue, il peut publier, évidemment, il accepte des articles, il peut organiser la réflexion sur la préhistoire, sur les nouveautés en préhistoire, dont nous allons parler dans peu de temps. Je ne saurais évacuer cette présentation d'Émile Cartaillac sans évoquer les cours qu'il donne d'abord à la faculté des sciences de Toulouse, évidemment, où il est mal reçu, il faut dire, plutôt conservateur, lui plutôt anticlérical, plutôt radical, assez mal vu, et au bout de quelques années, il abandonne devant le peu de considération qu'il obtient de ses collègues scientifiques. Quelques années passent et il réédite sa tentative à la faculté des lettres de Toulouse, celle qui est non loin d'ici,
qui était à la rue Lottmann, et certains d'entre nous y ont fait leurs études, moi, premier, il y a longtemps. Et donc là, il va poursuivre depuis 1893 jusqu'à sa mort ce cours à la faculté des lettres, un cours sur la préhistoire. On a ces cours eux-mêmes qui sont c'est tout à fait passionnant. Bon, je ne vais pas entrer, mais enfin, vous voyez ce souci d'organisation, d'intermédiaire, de diffusion de la connaissance tout à fait remarquable pour Cartaillac. Et bon, ensuite, j'enjambe toutes ces activités. Nous en reparlerons, et pour arriver en 1902 avec le mea culpa d'un sceptique. Bon, voilà pour Cartaillac. Et attendons l'ouvrage de Sandra Perret-Noguès et allez voir l'exposition qui est à la bibliothèque municipale. Je crois qu'elle a été à l'université. Et, oh, pardon. Bon, voilà. Voilà, vous avez vu le titre. D'ailleurs, la photo qui est là, elle a été prise au 21 rue de la Chêne. Okay. En fait, il habitait au 21 rue de la Chêne, donc c'est pas très loin d'ici. Bon, le mea culpa. Mea culpa, j'ai été gêné un peu. J'ai été gêné parce qu'il a été écrit à Toulouse, sans problème, donc c'est bien toulousain. Mais il a été publié dans l'Anthropologie, qui est le développement des matériaux dont j'ai parlé, qui se confondent avec la revue d'anthropologie, une autre dont j'ai oublié le titre, peu importe, mais enfin, il y a une réunion vers la fin du XIXe siècle de toutes ces revues pour donner l'anthropologie, revue qui existe encore aujourd'hui, bien évidemment. Alors j'étais un peu gêné, parce que l'anthropologie, c'est Paris. J'étais un peu gêné, et un jour, Didier Foucault, que je salue et que je remercie de m'avoir communiqué cela, me dit, mais tu sais, il y a eu un texte qui a été publié dans les mémoires de l'Académie des sciences, Inscriptions et belles lettres de Toulouse, sur exactement le même sujet par Cartaillac. Et là, l'inscription de l'Académie, etc., le mémoire de l'Académie des sciences, Inscriptions et belles lettres, c'est toulousain. Et d'autant plus que ça avait fait une communication en 1901. Bon, donc 1901, publié en 1902 pour, les mémoires de l'Académie des sciences, et l'anthropologie, 1902. Les préhistoriens, on a retenu 1902. 1902 comme date, les deux sont en 1902. En fait, c'est fait déjà dès 1901, et nous verrons pourquoi cette date n'est pas neutre. Bon, alors, on parlera de Marcelino de Sautiola, et en bas, j'ai mis en petit, en haut d'abord, les cavernes ornées de dessins, la grotte d'Altamira, en Espagne, Mea culpa d'un sceptique. C'est le titre, et qui reprend grosso modo le titre paru dans les mémoires de l'Académie des sciences. Alors, j'ai effectué quelques extraits pour bien situer le problème. Je lis Cartaillac. Inutile d'insister sur mes impressions à la vue des dessins de M. de Sautiola, nous allons en parler. C'était absolument nouveau, étrange au plus haut point. Je pris conseil. Une influence qui a été souvent plus heureuse, c'est Gabriel de Mortillet, personnage principal, m'induisit vite en scepticisme. Non, le sceptique, le voilà. Prenez garde, on veut jouer un tour au préhistorien français, m'écrivait-on. Gabriel de Mortillet. Méfiez-vous des cléricaux espagnols, et Cartaillac déclare, et je me méfiais. Bon, voilà, et là, c'est vraiment très édulcoré, parce que la charge de Gabriel de Mortillet, et même l'accord donné par Cartaillac lui-même, sont beaucoup plus virulents. Bon, il retient sa plume par écrit, on comprend bien le mécanisme, mais enfin, il y a des choses tout à fait... Les cléricaux espagnols, on dit que c'était les jésuites qui veulent justement faire un faux, qui ont fait un faux pour mystifier, pour confondre les préhistoriens dans leur... dans l'esprit, dans leur développement scientifique, entre guillemets, nouveau, etc. Voilà, c'est pour les regrets, c'est pour n'avoir pas réfléchi à cela que je suis complice d'une erreur. Il reconnaît son erreur, Carole y a fait allusion il y a un instant, d'une erreur commise il y a 20 ans, nous sommes en 1902, donc c'est 1880, 81, c'est 80, 81, 82, il y a 20 ans, d'une injustice qu'il faut avouer nettement et réparer. Donc là, vraiment, il prend le taureau, il reconnaît son erreur sans ambiguïté, et c'est tout à fait courageux. Près de sa conclusion, il faut s'incliner devant la réalité d'un fait, et je dois, pour ce qui me concerne, faire amende honorable à M. de Sautiola. Bon. Sautiola. Marcelino Sainz de Sautiola,
qui est un gentilhomme qui habite près de Santander, et qui, en 1878, visite l'exposition universelle de Paris, où sont exposés toute une série d'objets préhistoriques. Et de retour chez lui, il sait qu'il y a une grotte pas loin de sa demeure, et qu'il entreprend de fouiller pour trouver la même chose que ceux qu'il a vus, et nous en verrons un certain nombre dans un instant. Il fait des fouilles. Là, il trouve effectivement des objets que nous savons qualifier maintenant de magdaléniens, c'est-à-dire de la fin du paléolithique supérieur, disons entre 17 000 et 12 000 par rapport au présent. Et pendant ce temps, pendant qu'il creuse, sa petite fille, sa fille, qui est jeune, qui a entre 8 et 9 ans par là, se promène, rentre dans la cavité et à l'aide d'une lampe à huile, observe les parois et le plafond d'Altamira. Et à ce moment-là, elle appelle son père Padre Mira los Toros. Bon, Sotola fait le rapport, la relation entre le plafond peint et ce qu'il trouve, c'est-à-dire des objets du Paléolithique supérieur. Il le publie sans délai en 1880 dans le titre que vous voyez, Breves Apuntes, bon, etc., d'objets, article qui qui attire, disons, une émotion grande dans le domaine de l'archéologie préhistorique, et très vite, on soupçonne, très vite, on critique, très vite, on rejette. Et Cartaillac est au centre de tout cela. D'un côté, les gens qui sont hostiles, et de l'autre, son scepticisme, et disons, sa rigueur, son doute systématique. Et pour cela, bon là, je suis revenu en arrière, excusez-moi. Voilà, pour cela, il fait appel à un polytechnicien qui est ingénieur des ponts et chaussées, Émile Harlé, qui s'intéresse en amateur à l'archéologie préhistorique et qu'il missionne. Je ne sais pas s'il le subventionne, il faudrait aller plus loin, comment il le paie, bon, enfin, peu importe, qu'il missionne pour aller se rendre compte sur place. Émile Harlé prend contact avec Sotola et qui lui fait visiter la grotte, et nous avons là quelques-uns des éléments de ses conclusions. C'est la lettre, vous avez en bleu en bas la lettre que Harlé envoie à Émile Cartaillac, dans laquelle il y a quelques éléments. J'ai sorti quelques... Bon, mon cher monsieur, donc c'est Émile Cartaillac, j'ai écrit à monsieur Sotola. Alors, il faut examiner si les dessins représentent le mammouth, le renne, le saiga, l'homme, les armes, etc. Reproduire les dessins. Il serait dangereux de calquer la plupart des dessins, on les effacerait, mes considérations, etc. Et quelque temps après, en dehors de la lettre envoyée à Cartaillac, il publie le rapport dans les matériaux pour l'histoire primitive et naturelle. Non, c'est pas ça. Dans l'histoire naturelle et primitive de l'homme, c'est inversé, et dont vous avez quelques éléments ici. Alors, il est savoureux de voir, avec le recul du temps, de voir les arguments, la force de ces arguments, la force entre guillemets. Le plafond n'est pas noirci. Pourquoi les dessins auraient-ils subsisté alors que toute trace de fumée des foyers a disparu ? On doit conclure pour tous les dessins, et surtout pour ceux dont l'exécution a exigé le plus de temps, qu'ils datent d'une époque où l'éclairage était très perfectionné. Bon, donc impossible de faire les dessins sans, disons, des lampes puissantes à pétrole, bon, que sais-je. Presque partout, la peinture peut s'enlever avec le doigt. On a en tête la mésaventure d'André Breton à Pêche-Mer. Enfin, c'est une autre histoire, je ne développe pas. Les bœufs étant munis d'une bosse, devraient avoir tous les caractères de l'auroch. L'auteur des peintures n'a donc jamais vu d'auroch. Ce qu'on peut dire actuellement très rapidement, c'est que si les auteurs des peintures n'ont jamais vu d'auroch, ce qui n'est d'ailleurs pas forcément vrai, lui, Harlé, n'a jamais vu de bison. Ça, c'est clair. Parce que Sotola a identifié les bisons. Sa fille lui a dit los toros, mais enfin, lui, il parle de bisons, vraiment de bisons. Bon. Alors, il dit plus loin, je crois avoir démontré que les belles peintures du plafond sont fort récentes. Bon, donc terminé. Alors, un petit coup d'œil aux planches qui sont à côté. Les dessins de Harlé sont bons pour l'industrie, pour les industries lithiques et osseuses, c'est très bien. Pour les signes abstraits, c'est pas mal, mais pour les animaux, c'est carrément insuffisant. Bon, il y en a d'autres, hein, mais enfin, on voit le niveau qui est tout à fait médiocre là-dedans. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a plus rien.
On retrouve Cartaillac dans les années 80-90, avec des publications, le congrès d'anthropologie archéologique et préhistorique publié qui fait une synthèse, il n'y a rien. Et dans son ouvrage sur, je ne me souviens plus, les objets préhistoriques d'Espagne et du Portugal, il n'y a rien non plus, c'est fini. C'est le blackout total, on ne parle plus d'Émile de Sotola et d'Altamira, qui rentrent tout à fait dans l'oubli. Voilà. Alors, je te laisse la parole un peu. Je vais souffler. Voilà. Je vais souffler. Non, ce qui est intéressant, c'est que on voit la découverte d'une retournée. Alors là, c'est vraiment juste au moment où on va initier, où on va reconnaître cet art, mais toute découverte pose des problèmes. Et comment on arrive à un tel déni, alors qu'on va dire pour Fergo, dès 1860, oui. On sait qu'il y a des objets d'art mobilier. Oui. Bien sûr, oui, bien sûr. Et on va en voir quelques-uns ici. Les travaux, oui, même avant, on sait qu'ils existent. Ils sont parfois publiés. Vous avez vu les biches du Chaffaut qui ont été découvertes en 1843, je crois, et qui sont dans l'exposition universelle de 1867, mais sous l'appellation art celtique. Bon, celtique. Bon, je ne sais pas. Mais très vite, avec les travaux, et c'est ce à quoi fait allusion Carole, les travaux d'Édouard Larté, qui est un régional, qui travaille dans les Pyrénées, qui est de formation juridique lui aussi, mais qui très vite dérive vers la paléontologie, trouve un ancêtre des grands singes, etc., à Sansan, dans le Gers, je crois, oui, dans le Gers, j'en suis sûr. Et puis ensuite, il passe de la paléontologie, il glisse vers la préhistoire, aiguillonné certainement par Henri Christie, qui est un antiquaire londonien, et qui lui fournit les fonds, évidemment, c'est le nerf de la guerre. Et à partir de là, il fouille. Ils fouillent, tous les deux fouillent beaucoup. Ils fouillent, par exemple, à Aurignac, en Haute-Garonne. Bon. Ils fouillent également en Dordogne. Ils fouillent au Moustier. Le Moustier, nous en reparlerons. Ils fouillent également à la Madeleine. Également, ils fouillent dans d'autres cavités régionales. Moi, j'ai trouvé ça. J'ai un moment d'hésitation parce que j'ai trouvé sa trace dans une cavité. Carole y a fait allusion tout à l'heure. Une cavité que j'explore dans les Hautes-Pyrénées, que j'ai explorée dans les Hautes-Pyrénées. Et il y a un sondage, on va dire que ça. Il y a un grand trou fait par Larté ou que Larté a fait faire. Mais ça revient à peu près au même. Carole disait 1860, voilà les objets, 63, 1863, etc. Un des premiers et intéressant, c'est Larté dans la grotte de Massat dans l'Ariège, où il y a un ours. Bon, mais l'ours, ça existe encore. Bon. Mais ce qui est plus intéressant, c'est la découverte dans la Madeleine, ce fragment de gros os, certainement un bovidé, sur lequel est gravé un mammouth. Un mammouth, ce qui prouve bien que la contemporanéité de l'homme et des espèces animales disparues. Il y a un moment qu'il n'y a plus de mammouth. Bon, il y en a également, il en a trouvé également des os à Logerie Haute, non loin de la Madeleine, c'est au bord de la Vézère. Bon, etc. Objets qui sont publiés dans un ouvrage tout à fait remarquable, mais Larté est mort quand il sort. C'est les reliquiae aquitanicae. C'est difficile à prononcer. Bon, un grand ouvrage où vous avez une planche qui est figurée là, tout à fait à côté. Bon, d'autres objets, Carole. Allez. Et tu as fait une thèse. Oui, je crois me rappeler que tu as fait une thèse sur les objets d'art mobilier. Oui, vous avez ici des objets majeurs de cet art mobilier. Le cheval en ivoire de Lourdes, trouvé en 1889 en haut à droite, l'ortet et Piette, Édouard Piette, un grand archéologue qui a beaucoup fouillé dans les Pyrénées, puisque lui, au départ, il recherchait les traces des anciennes moraines glaciaires, donc à l'ortet, au Mas d'Asile, à Gourdan, à Brassempouille, et en fait, c'est lui qui va construire la plus grande collection d'art mobilier de France, et vous pouvez la voir au musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye, dans la salle Piette. La tête de la dame de Brassempouille, c'est Piette qui la trouve à Brassempouille. Donc là, vous avez des figures, des objets emblématiques, le Mas d'Asile avec cette petite tête de cheval sur bois de renne, qui est complètement expressive, la bouche ouverte, les yeux écarquillés, on le voit qu'il est ni, quoi. Ou encore le bâton aux chevaux, aux trois âges, on va dire,
en dessous où on a certainement un poulain, un cheval adulte et la tête d'un cheval décharné sur le fût du bâton, ou encore voilà, le bruniquel, hein, le cheval bondissant, le propulseur. Et ils sont extrêmement rares quand ils sont complets, mais celui-ci est vraiment une merveille de sculpture et d'objets. Alors à côté, c'est très intéressant puisqu'on a Paul Richet, 1890, dans les jardins du Muséum à Paris, qui nous fait l'artiste, le premier artiste, et je ne sais pas si vous le voyez bien, mais la tête, le visage ravi de cet homme avec son outil et son mammouth dans la main. Donc là, c'est le premier artiste, et c'est surtout la théorie de l'art pour l'art. Regardez comme je suis bon et regardez ce que je sais faire. Et entre parenthèses, c'est un homme, c'est pas une femme. Mais ça, c'est 1890. On est toujours dans cette mouvance. Et là, je te repasse la parole. D'accord, oui, simplement pour compléter ce que tu viens de dire de manière tout à fait exacte, tout à fait excellente. Je voudrais vous lire rapidement une phrase d'Émile Cartaillac écrite en 1889. Il écrit « Les hommes préhistoriques avaient vraiment la passion de l'art. » Je suis perdu. Et en toute occasion, ils se mettaient à tracer des dessins qu'ils abandonnaient ou détruisaient sans regret, ayant atteint leur but, une satisfaction personnelle. Voilà la conception que l'on avait de l'art préhistorique dans les années, disons, dans la deuxième moitié du 19e siècle. C'est dans ce cadre-là, dans ce cadre de connaissance, en quelque sorte, dans ce cadre paradigmatique, que l'art pariétal a été, disons, inventé, mais rejeté, parce que ce n'était pas possible, parce qu'il n'était pas possible que l'on ait un art monumental. Bon, je pense que pour comprendre le fin mot de l'histoire, il faut replacer cette époque-là dans l'ensemble, disons, dans l'ensemble de la fin du XVIIIe siècle, la fin de l'époque des Lumières, et dans le XIXe siècle pour arriver en 1902. Je pense, alors je ne vais pas vous infliger, voilà l'état d'esprit, on parlait d'état d'esprit, mais on continuera. Alors, quelques Cartaillac en bas, à droite, là-bas, c'est tout à fait savoureux. On voit, par exemple, si vous regardez ici les crânes, c'est l'évolution jusqu'aux dinosaures, quoi. Enfin, bon, c'est un journal toulousain, hein, satirique, 1884. Et la caricature qui se déchaîne, évidemment. Les historiens connaissent cet art de la caricature, de la satire, qui est tout à fait délicieuse, avec, ici, nous allons en reparler, Darwin, qui est en singe qui descend de l'arbre, Littré, du dictionnaire, hein, qui lit, je ne sais pas quoi, le titre, c'est la philosophie positive, c'est le titre, c'est le cours d'Auguste Comte, hein, publié par Auguste Comte, et que Littré, évidemment, dont Littré est un adepte. Ici, alors Darwin et Littré également, bon, vous appréciez la caricature, je crois, absolument sans difficulté, ce qui nous donne bien l'état d'esprit de l'époque. L'état d'esprit. Nous revenons en arrière pour savoir quelle est la doctrine officielle, l'état d'esprit général, ce sur quoi il y a le consensus le plus large, pas universel évidemment, les archéologues s'en extrairont rapidement. La création, c'est la Bible. On se réfère à la Bible, et là j'ai trouvé une Bible qui est tout à fait remarquable, parce qu'elle a les illuminures, les 6 premières journées de la Genèse, jusqu'au matin du 7e jour, évidemment. Bon, ben, je vous renvoie aux meilleures lectures de la Bible. Ça, c'est la tradition, hein, la tradition des créationnistes. L'univers a été créé une fois pour toutes. Ce qui est plus étonnant, ce sont les ouvrages plus tardifs, toujours dans le même registre, publiés en 1879 par Monseigneur Maignan, Le monde et l'homme primitif selon la Bible, c'est-à-dire que là, il accentue, il a remis une couche, si vous l'avez oublié, envers et contre ce que disent les archéologues et les préhistoriens, vous avez, voilà, et qui est repris, doctrine qui est reprise par l'abbé Amar, dans un livre intitulé à peu près la même chose, L'âge de la pierre et l'homme primitif, etc. Bon, c'est cette durée qui pose question, évidemment, qui est étonnante. Face à cela, j'ai commencé à en parler. Non, pardon, toujours dans le même registre, et encore plus étonnant,
c'est la position du secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, qui est géologue, Léon Célie de Beaumont, qui est donc géologue, qui reste à la tête au secrétariat perpétuel jusqu'en 1974, jusqu'à sa mort, et qui a participé à la mise en place de la carte géologique de France et qui a participé. C'est quelqu'un qui connaît le terrain. C'est quelqu'un, bon, en bas, je ne vais pas m'attarder, c'est quelqu'un qui dénie la réalité de ce qu'il appelle, on n'ose plus parler de déluge, c'est un mot qui est trop connoté, il parle de diluvium. Le diluvium qui a été avancé, nous allons le voir dans un instant, par Jacques Boucher de Perthes dans les terrasses de la Somme. Et pour résumer l'ensemble, j'ai mis un petit extrait. Je ne crois pas que l'espèce humaine ait été contemporaine de l'Elephas primigenius. Je continue à partager à cet égard l'opinion de M. Cuvier, qui lui est toujours un créationniste, contrairement à un de ses collègues contemporains. L'opinion de Cuvier est une création de génie, elle n'est pas détruite. Est-ce si sûr? Non, bien sûr que non. Mais la position du secrétaire perpétuel est tout à fait étonnante. Donc là, un petit flashback, je vous disais, il faut prendre en ligne de compte, j'ai un peu inversé, en ligne de compte l'esprit des Lumières qui, pour nous, bon, je pourrais revenir très loin dans le temps, remonter jusqu'aux philosophes de l'Antiquité, mais nous n'avons pas le temps. Je prendrai comme point de départ le travail de Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon, naturaliste célèbre, bien connu, à l'origine du muséum, etc., qui publie l'histoire naturelle générale et particulière, avec la description, etc. Et ce qui est intéressant, c'est le tome 1 de cette œuvre monumentale qui s'appelle, tome 1er, Théorie de la Terre. C'est-à-dire que là, nous retrouvons la dimension archéologique, en quelque sorte, la dimension... Et, bon, entre parenthèses, dans ces planches, j'ai extrait le Joko, qui est un singe qui est terriblement humain. Bon, je pense qu'il fallait le noter. Et vous connaissez tous les forges de Buffon, les forges du susnommé, dans lesquelles il se livre à des expérimentations soucieux du développement économique de la France. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est l'expérience à laquelle il se livre en chauffant à blanc des boules de métal, de fer, de fonte, et afin de calculer le temps de refroidissement et de l'extrapoler aux dimensions de la Terre. Et il arrive à une date tout à fait faramineuse de 3 millions d'années. Pensez donc, la Bible, c'est 4000 ans. Au mieux, on y reviendra, 6000 ans. Mais 3 millions d'années, ce n'est pas possible. Et c'est un tollé tout à fait généralisé dans le royaume de France vis-à-vis de cela. Alors il rabat un peu, il veut publier, il ne veut pas trop accentuer le scandale, et il rabat 75 000. Mais enfin, ce n'est pas acceptable. C'est acceptable pour personne à ce moment-là. Bon. Autre naturaliste tout à fait dont l'œuvre est tout à fait fondamentale, l'œuvre naturaliste, c'est Nicolas de Carita, marquis de Condorcet, qui est un mathématicien, qui est un philosophe, qui est un homme politique également, puisqu'il participe en tant que, je ne sais plus exactement maintenant, il participe en tant qu'expert au ministère Turgot, et qui est un homme politique également, qui siège sur les bancs de la Gironde, des Girondins, aux côtés des Girondins, raison pour laquelle il est poursuivi par la Terreur. Il se cache, je passe vite, et il se cache en 1794, et au cours de cette retraite forcée et vraiment très retirée, il écrit une esquisse des tableaux historiques des progrès de l'esprit humain. On retrouve là l'idée qui sera développée ensuite par Auguste Comte, évidemment. Et dans cette esquisse, j'ai retenu simplement les périodes qui nous concernent, à savoir la première, les hommes sont réunis en peuplade. Bon, c'est la lointaine préhistoire. Deuxièmement, les peuples pasteurs, on commence à s'organiser, et ce qui nous intéresse, jusqu'à l'insertion de l'écriture. L'écriture étant un point de civilisation tout à fait remarquable. Bon, et ensuite, il y en a 9 en tout, mais bon, peu importe les autres, c'est quand même très intéressant de cela. Condorcet, qui sera reconnu par Auguste Comte, j'en parlais, je le disais il y a un instant, bien qu'il le traite d'historien littérateur. Alors, est-ce que les historiens sont littérateurs? Je ne sais pas. Bon, aussi littérateurs. Bon, voilà, nous avançons. Le point décisif, c'est Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck, qui, dans son ouvrage
philosophie zoologique, etc., disons, donne sa vision du transformisme des espèces. C'est l'évolution, évidemment, c'est l'évolution par hérédité des caractères acquis, ce qui est faux. Il faudra attendre les travaux de Darwin pour changer un peu le travail. Darwin qui est ici tout de suite. Après, lui, il dit non, c'est la sélection naturelle qui choisit, qui fait le tri. Et il faudra attendre plus d'un siècle, plus d'un siècle, pour que la génétique nous montre les mécanismes au niveau chromosomique, des altérations qui se produisent, etc. Et ensuite, sélection des dispositions les plus favorables dans l'instant en fonction de l'environnement, en fonction d'un contexte environnemental. Je n'ai pas résisté au plaisir de montrer cette planche qui date de la même période. On voit un schéma qui est tout à fait connu maintenant, mais qui est très intéressant parce qu'il nous montre ici que les espèces celle-ci conduit à c'est l'espèce humaine, suivent à peu près toutes le même cheminement à partir d'un modèle embryonnaire initial qui est très semblable. Et à partir de là, évidemment, on peut construire cette théorie de l'évolution, etc., et l'évolutionnisme. Et je vous renvoie aux caricatures que nous avons vues tout à l'heure pour comprendre l'effet, pour se rendre compte de l'effet. Revenons un peu à une dimension plus modeste, les archéologues de terrain, ce qu'on a appelé les précurseurs. Alors, je n'ai pas trouvé pour Joannet de portrait, donc j'ai mis François Joannet, ses dates de naissance et de mort. Mais ce qui est intéressant et qui intéressera les préhistoriens, ce sont ses travaux archéologiques. Il fouille à Combegrenal, qui a été un grand site, ensuite étudié par François Borde. Bon, je passe. Combegrenal, c'est un site immense, évidemment, qui donne encore aujourd'hui, qui fait l'objet d'études encore aujourd'hui. Il fouille également à Badegoul. Là aussi, c'est pareil. Badegoul, c'est le Badegoulien, c'est le début du Magdalénien, etc. Et il fouille en fait au Pêche de Laz. Également, pareil, fameux pour ses niveaux du Paléolithique moyen, etc. Dans l'Aude, et les Audois que nous sommes tous au moins de cœur, connaissent Paul Tournal, qui est pharmacien à Narbonne, et qui passe ses loisirs dans les grottes de Bise, où il établit, et je fais bref, il établit la contemporanéité de l'homme et des espèces animales disparues, tout simplement parce que dans des brèches archéologiques, les brèches, c'est une sorte de nougat de vestiges animaux, de vestiges de faune, et d'objets taillés. C'est pris dans une gangue calcaire, et là, la proximité est tout à fait immédiate. La même chose du côté dans le Gard avec Jules de Cristol qui fait pareil. Il y en a d'autres ailleurs, notamment à Solutré par exemple, etc. Mais bon, j'ai focalisé sur le Languedoc principalement avec ces personnages. Mais ça reste tout à fait confidentiel. Ils existent. C'est publié doucement, mais pas sans éclat, quoi. Celui qui apporte, qui assure la transition entre les précurseurs dont nous venons de parler avec les inventeurs de la préhistoire, j'aurais dû mettre des guillemets, parce qu'il y a effectivement des guillemets, c'est Jacques Boucher de Perthes, qui est inspecteur des douanes et qui, dans ses loisirs, inspecte, tout en inspectant en contrôlant ce qui se passe dans les environs de la Somme, observe les terrasses alluviales de la Somme, dans lesquelles il trouve ce qu'ils appellent des haches en silex taillé, des objets en silex taillé, associés à des vestiges d'animaux préhistoriques, des défenses d'éléphants, enfin des animaux, et il établit la relation sans aucun problème. Les terrasses alluviales, c'est ce qui est décrit comme diluvium habituellement. Ce sont des dépôts évidemment fluviatiles, qui ont été fréquentés par les hommes préhistoriques, et ces dépôts recèlent des vestiges archéologiques de la période. Bon, avec ses publications multiples, etc. Boucher de Perthes est connu. Boucher de Perthes fait l'effet d'un débat, et curieusement, il est reconnu, disons, beaucoup plus largement lorsque on a une affaire de faux avec la mâchoire de Moulin-Quignon, mais qui est un faux, mais ça lui donne une certaine notoriété. Les inventeurs de la préhistoire. Voilà le tableau. On retrouve Tournal, j'ai pas mis les deux autres parce qu'il n'y avait pas le portrait. Boucher de Perthes, nous y sommes. Larté, nous en avons parlé. Nous en avons parlé à propos de l'art mobilier. Gabriel de Mortillier, qui est ici, j'en ai parlé rapidement. Émile Cartaillac, Édouard Piette et Henri Breuil.
Il y a une lignée, un continuum, là, tout à fait évident, un continuum intellectuel. Mais ça serait tout à fait injustifié et faire preuve d'un anticléricalisme, disons, abusif de ma part, si je ne signalais pas disons, les prises de position des instituts catholiques de Toulouse et de Paris, qui, par l'intermédiaire de leur directeur, enfin, de Monseigneur François Duille de Saint-Projet, bonhomme pour un ecclésiastique, qui publie un certain nombre d'ouvrages sur la question de la relation entre l'archéologie préhistorique et la foi, etc. Et ensuite, pareil, à Paris, avec l'Institut catholique de Paris, avec Monseigneur Maurice Dulst. Cette lignée est discrète, elle existe, il faut la signaler, elle est féconde, puisqu'elle donnera en quelque sorte naissance, si j'ose dire, à l'abbé Breuil, mais à tous ceux qui l'ont suivi, c'est-à-dire l'abbé Buissoni, également qui fouille à la Chapelle aux Saints à Brive, mais également tous les gens comme par exemple Pierre Thiers de Chardin, par exemple, ce sont des scientifiques, ce sont des religieux, Thiers de Chardin est jésuite, mais ce sont des grands scientifiques qui ont leur vision de la Terre. Et l'œuvre de l'abbé Breuil jusqu'à sa mort en 1961 est tout à fait considérable, évidemment. Il est connu universellement et je crois qu'il est impossible de passer sous silence. Je vous ai dit que Gabriel de Mortillet est un personnage central. On revient un peu en arrière, un retour en arrière avec la mise en place de Saint-Germain, des collections de Saint-Germain-en-Laye, tout à fait remarquable. Et Gabriel de Mortillet prend le relais d'Édouard Larté à partir de ses collections. Larté mourra peu de temps après, en 1871. Mais ce qui est intéressant, et c'est ça qu'il faut que je cherche à vous faire percevoir, vous faire sentir, c'est que Mortillet classe les objets mis au jour par Larté en fonction justement de ce positivisme, de ce matérialisme positif des matériaux. Et ça lui donne évidemment un paradigme, un modèle de base, un modèle intellectuel autour duquel il construit quelque chose qui, grosso modo, dans ses grandes lignes, tient encore aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que nous voyons encore aujourd'hui, c'est-à-dire, je crois que c'est... Voilà, Mortillet. Oh, oui, je voulais vous dire un mot sur Mortillet lui-même. Regardez l'attitude recueillie de Larté. Regardez Gabriel de Mortillet, là, en pleine puissance. C'est un homme politique qui a pris part aux journées les journées révolutionnaires de 1848, qui est proscrit, ça va à Genève, je crois. Il rentre en 1863 et bon, il fait profil bas et on lui confie, parce que il est sorti de l'école centrale, c'est un grand scientifique, il a une foi dans la préhistoire tout à fait forte, c'est un athée convaincu, un libre penseur, un esprit fort, qui clame haut et fort son anticléricalisme et son positivisme, son adhésion aux thèses d'Arthur Comte. Regardez, avec le marteau à la main, le caillou. Enfin, c'est tout à fait significatif, me semble-t-il. Bon, alors, ce qui tient, c'est ça. Ce qui tient, c'est ça, ici, c'est cette classification. À partir de l'Arté, l'Achelien, c'est Saint-Achel, sur la Somme. Le Moustérien, c'est le Moustier, en Dordogne. Le Solutréen, c'est Solutré qu'on commence avec... peu importe. J'ai mis le Régnassien ici avec une autre couleur. Les préhistoriens savent pourquoi, mais je ne veux pas entrer dans le détail, parce que c'est faux. Là, il s'est trompé. Et ensuite, le Magdalénien, le Tourassien, il fouille à la Tourasse à Saint-Martory, et puis ensuite les cultures néolithiques connues sous le nom de Rovenonciens, etc. C'est-à-dire que cette conception, ce positivisme lui permet d'ordonner 80 à 90% de ce qui existe, mais en même temps, ça l'induit en erreur. Pourquoi il met le Régnassien là, alors que le Régnassien est bien avant le Solutréen? Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'art dans le Solutréen. Et parce que dans le Solutréen, il y a des feuilles à retouches bifaciales qui existent également déjà dans le Moustérien. Il voit une continuité technologique, c'est là où le positivisme ressort, une continuité positiviste entre le Moustérien et le Solutréen. Et le Régnassien n'étant qu'un avatar, disons plutôt un précurseur du Magdalénien. Et c'est cet d'esprit qui lui fait considérer l'art préhistorique d'une certaine façon et de le rejeter.
Toujours dans l'exploration de l'état d'esprit de l'époque, je suis d'accord, c'est politiquement incorrect, hein, surtout celle de droite. Mais c'est tout à fait significatif, on en parlait avec Carole l'autre jour, c'est tout à fait significatif de l'état d'esprit, on ne peut pas faire mieux, Paul Jamin, 1885-1888. On voit ici une population préhistorique tout à fait apeurée, tout à fait écrasée par les conditions climatiques et évidemment pourchassée par la grande faune. C'est facile moi j'enseignais aux étudiants, je leur disais, si ça avait été si terrible que ça, les gens seraient partis, seraient allés vivre dans le sud de l'Espagne ou dans le sud de l'Italie ou encore plus loin, c'est évident. Mais non, ils sont restés. C'est que les conditions étaient, selon le genre de vie, éminemment favorables à ce moment-là. Donc c'est faux, évidemment, mais c'est l'état d'esprit de l'époque. Hein. Une population, des peuplades écrasées par les conditions du milieu et évidemment des mœurs tout à fait sauvages, telles que nous pouvons le voir, décrites ainsi par Paul Jamin en 1888. Alors, voilà, j'épilogue pas, c'est pas la peine. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 1889, nouvelle exposition universelle axée sur les habitats de par le monde. C'est en même temps, on va le voir, une glorification évidemment du colonialisme, tout simplement. Le colonialisme, le sauvage, ici, par exemple, le sauvage, ici, qui brandit une hache de pierre et le semblable, je le dirais, le sauvage qui est à gauche, ici, les Indiens d'Amérique, par exemple, c'est le cas avec un arc, est assimilé aux préhistoriques, aux populations primitives. Il y a une identité dans l'état d'esprit des gens entre les deux. Et on le voit par exemple ici dans le journal 1889, ici au moment de l'exposition universelle, où on voit à peu près la même chose que Paul Jamin. Je l'ai inversé parce que ça me semblait plus pédagogique. J'ai inversé la chronologie, mais c'est volontaire. On voit cet Indien d'abord qui s'enivre et qui traîne sa compagne, sa femme, par les cheveux. Bon, c'est tout à fait la même chose que Paul Jamin, exprimé d'une autre façon dans ce journal, le journal des voyages, etc., qui nous donne la dimension de tout cela. Des avatars de cela, c'est ça. Il y a eu une excellente émission à la télé ces temps-ci sur les os humains, et je vous prie de croire que j'ai choisi quelques images afin de ne pas tomber dans le voyeurisme. J'ai trouvé des images les plus soft, les plus calmes, parce qu'il y a des choses beaucoup moins admissibles que tout cela. Quoique là, nous sommes à la limite. Cet enfant ici, et les autres qui sont en train de le darder de flèches. Bon, c'est les mères de sauvages. Je crois qu'il c'est pas indispensable. Ça nous donne une idée, c'est-à-dire que dans le fond, les peuples colonisés sont assimilés aux peuples archaïques, et donc il est normal qu'on les fasse accéder, qu'on accélère le processus de normal entre guillemets, évidemment. C'est pas ce que je dis, c'est ce qu'on dit à l'époque. Qu'on les fasse accéder à un degré de civilisation supérieur, ce qui évidemment justifie toutes les exactions, etc., que vous connaissez. Mais là, les historiens le connaissent ce sujet beaucoup mieux que moi. Bon, donc on peut passer. En arrière-plan de tout cela, il y a l'action d'érudits locaux. Les mœurs ont évolué, ceux de la préhistoire également. Alors j'ai titré le charme discret de l'archéologie, discret parce que c'est chacun dans sa province. Avec par exemple le travail dans la grotte de Chabot de Léopold Chiron, qui en 1878 observe sur les parois des choses étranges, des dessins qu'il met en relation avec les niveaux archéologiques qui sont au pied de ces parois. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne reconnaît pas ce que c'est. On va le voir dans un instant. Il voit des grandes ailes d'oiseaux, etc. C'est pas du tout ça. Bon, il se plante là. Et bon, voilà, là, j'ai souligné cela. Ce sont des mammouths. Ce sont des mammouths, c'est pas intéressant, vous allez me dire. Ce sont des mammouths, on voit et j'en ai souligné un en blanc, un en vert, un en mauve, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a d'autres tracés, bon, sinon on ne voit plus rien. La même chose, mais là c'est tout à fait décisif. Et le travail de François Dallot à Pernompère, en Gironde, est tout à fait remarquable. Il fouille dans la grotte de Pernompère, une longue galerie où il y a des niveaux du gravétien en bas et du souterrain en haut, et le remplissage arrive jusque-là. C'est-à-dire que le remplissage couvre en partie les gravures qu'il observe sur les parois. Alors, dans son carnet, il note « J'ai remarqué ces dessins pour la première fois le 29 décembre 1883 ». C'est tout à fait intéressant, c'est la note qui est ici cerclée. Et il représente ces animaux que nous retrouvons absolument sans peine. C'est le cheval qu'on appelle en Agnus Dei, parce qu'il a la tête tournée vers le fond. Hein, ça, c'est la gravure directe, et ça, c'est la gravure que j'ai photochopée,
il faut le dire comme ça. Et là, c'est tout à fait remarquable. Mais ça reste localisé. Il n'y a pas une grande diffusion. On reste toujours dans l'erreur, évidemment. D'autres éléments, comme Félix Regnault à la grotte de Marsoulas, connu pour d'autres, enfin, dans l'histoire, hélas, pour d'autres mésaventures. Et j'ai mis une photo du relevé de la restitution du facsimilé qu'a fait Gilles Tosello, qui est parmi nous ici, et qu'il a proposé, qui est exposé, vous pouvez le voir, au parc pyrénéen de la préhistoire, Tarascon-sur-Ariège. C'est-à-dire que vous avez là, bon, la lumière n'est pas excellente, enfin, il y a trop de lumière de côté, mais enfin, peu importe, vous avez là la paroi telle que les préhistoriques l'ont vue, grosso modo, hein, grosso modo telle qu'ils l'ont vue, parce qu'actuellement, il y a eu des dégradations, ce qui en dit long d'ailleurs sur notre époque, mais là c'est un autre sujet, et je n'ai pas le temps de le développer, c'est-à-dire qu'on a des sites, moins maintenant, mais enfin jusqu'en, disons, 2000, nous avons des sites archéologiques, préhistoriques, des témoignages, oui, j'avance, j'ai presque fini, et des sites préhistoriques qui sont dans un état lamentable, lamentable. Et Marsoulas, c'est même honteux. Moi, quand parfois il y a des étrangers qui viennent, bon, enfin, je sais que Gilles est d'accord avec ce que je dis. Bon, le coup décisif, c'est la Moute. C'est une cavité qui est creusée, qui est obturée par des dépôts archéologiques. Il faut dégager ça pour pénétrer dans la cavité. Il y a des gravures sur les parois. Et enfin, 1901, un personnage dont j'ai oublié le nom pénètre dans la grotte de Combarel et remarque les gravures. Il alerte l'instituteur du village qui est appelé à une grande renommée, qui s'appelle Denis Perroni, qui est ici au centre. Et l'instituteur, évidemment, remarque, observe les dessins. Il s'en va à Font-de-Gaume également. Il appelle Cartaillac et Breuil, ici, et Capitan également. Et ils vont visiter ces cavités. Et ils authentifie. À partir de là, le mea culpa d'un sceptique tombe, évidemment. L'époque est intéressante. Nous retrouvons Paul Jamin avec ici un personnage qui est en train de peindre un bison qu'on reconnaît sans problème comme un bison de Font-de-Gaume. Bon, il écoute. Ça a changé. Là, on a admis. Bon, les femmes sont toujours aussi dévêtues. Allez savoir pourquoi. On peut passer. Bon, voilà Altamira. Je ne peux pas passer sans vous montrer quelques photos d'Altamira. Pardon, je vais trop vite, mais enfin, je pense que l'heure tourne, que la pandémie tourne. Voilà Altamira. Bon, c'est magnifique. La publication de Cartaillac et de Breuil. Vous avez en haut à gauche, je ne le vois pas, mais je sais qu'elle y est, Breuil en soutane qui sort de l'Altamira avec la soutane tachée de gouttes de cire qui a refroidi sur sa soutane et quelques-uns de ses relevés qui font l'admiration encore aujourd'hui de tous ceux qui ont le courage de faire des relevés. Et l'école toulousaine d'art préhistorique donne l'exemple. Bon. Inutile d'insister. Très bien. Allez, j'avance. Est-ce que depuis, il y a eu des cas semblables? Enfin, des dénis, des rejets. Oui, Rouffignac, 1956, découverte par Louis-René Nougier, qui était professeur à l'université à Toulouse, et Romain Robert de Tarascon-sur-Ariège, qui vont à Rouffignac, en Dordogne, et qui découvrent, les gravures et les peintures de cette galerie. Et là aussi, on dit, il y a toute une polémique, on dit c'est des faux, c'est pas possible, ça n'existe pas, etc. Il faut toute l'autorité d'Henri Breuil, de l'abbé Breuil, ici avec la cigarette à la bouche, pour authentifier cela. Beaucoup plus saisissant également, j'y vais, Carole, beaucoup plus saisissant est le cas de la grotte Chauvet, avec ces centaines de datations qui attestent de la haute antiquité de la cavité grotte de Chauvet, qui est actuellement à l'étude sous la direction de Carole Fritz, qui en parlerait certainement beaucoup mieux que moi, et beaucoup plus en détail. Certains, dont je tairai le nom, mais presque je suis tenté de le dire, tellement ce sont des individus nocifs, refusent d'admettre la haute antiquité de la grotte Chauvet encore aujourd'hui. Tous les arguments sont bons, malgré plusieurs centaines de dates, avec des dates sur les spéléothèmes, sur les concrétions stalémitiques. C'est 14, bien sûr, évidemment. Ce n'est pas une date, c'est plusieurs centaines. Tu nous dis, Carole, combien il y en a? Il y en a 200. Bon, voilà, 200 dates. Bon, donc, il peut y avoir une foireuse, mais 200, ce n'est pas possible. Voilà, donc des dates qui sont tout à fait... qui confirment cette haute antiquité. Et
Je vous donne, en quelque sorte, presque pour terminer cela, pour montrer une orientation nouvelle qui vient, d'une certaine façon, contredire la structuration positiviste d'André Leprat-Gourhan, pour ceux qui connaissent, qui classait depuis un stade 0, même 1, 2, 3, 4, qui classait donc dans cette optique évolutionniste, qui vient, Chauvet vient casser cela, c'est un des intérêts, un des grands intérêts de la grotte de Chauvet, à savoir, j'ai mis côte à côte, ça a été un sujet d'examen pendant longtemps que je proposais à mes étudiants de licence en art, à savoir ici un cheval de la grotte des Caïns au Pays Basque, et ici un cheval de la grotte de Chauvet. Alors, si je vous pose la question quel est le plus ancien, quel est le plus récent, spontanément, vous allez me dire celui-là, il semble plus archaïque, moins évolué. Là, il y a le modelé, etc. Ça a été magnifiquement décrit par Gilles et par Carole. Oui, sauf qu'il y avait 1000 ans de décalage entre les deux. Et le plus ancien, c'est celui-là, c'est le plus beau. Et on peut conclure de cela pour faire vite. Il n'y a pas de progrès dans l'art. C'est-à-dire que le positivisme dont Mortillet se servait ne fonctionne pas. Et donc Leprat-Gourhan se servait également, ne fonctionne pas. Il n'y a pas de progrès dans l'art. Il y a des façons différentes de représenter ce qu'on veut, le message qu'il y a par derrière, la signification, la représentation du monde, l'idée qu'on se fait du monde en général, mais il n'y a pas de progrès dans l'art. Bon, on pourrait facilement, et Carole le fait dans ses présentations, disons un dessin abstrait, et avec un dessin, bon, etc. Bien, allez. On termine, puisque je terminerai avec ce buste de Cartaillac, un buste en majesté, avec une citation que j'ai extraite de Ecce Homo de Friedrich Nietzsche. Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. Voilà, je vous remercie. Merci Michel pour cette présentation. Je vous donne la parole si vous avez des questions, des remarques. Voilà. Oui, ma question porte sur la notion d'histoire, c'est-à-dire la relation entre le présent et le passé. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le plus souvent, l'histoire est une reconstruction, c'est-à-dire que le présent pèse de tout son poids sur le passé, c'est-à-dire qu'il est très difficile de faire revivre le passé, mais beaucoup plus facile de le raconter, ce qui fait que chaque époque a sa propre façon de raconter le passé. Oui, en titre personnel, je ne peux que vous donner raison. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues historiens ici présents, des vrais historiens. Moi, je suis pré-historien. C'est pas pareil, hein, c'est pas quand même... Bon. Je dois dire, d'accord, c'est-à-dire qu'il y a forcément un biais d'époque. C'est évident, et je souscris tout à fait à ce que vous dites. Mais en même temps, c'est un biais qui permet de mettre en perspective, d'avancer, quoi. C'est-à-dire qu'il y a l'idéologie sous-jacente est dangereuse, elle peut être dangereuse si on se durcit, si elle est cristallisée, si on s'y tient. C'est la position de Gabriel de Mortillet. Mais en même temps, c'est favorable dans la mesure où ça permet d'avancer, dans la mesure où cette idéologie colle avec le temps présent. Je pense qu'il y a des choses comme ça parmi les historiens marxistes, etc., qui montrent toute, comment dire, l'importance de ces paradigmes sous-jacents. Je crois qu'il vaut mieux, ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est ce que moi je m'efforce de faire, c'est énoncer son idée de base, pour en être conscient, pour mettre cette idée, ce paradigme, pour le mettre à distance. C'est mieux que de ne pas le dire et de le subir inconsciemment. Parce que l'inconscient fonctionne là-dedans aussi. Hein. Et donc, on le subit, on est victime, en quelque sorte, au lieu d'être, comment dire, favorisé par cela. Bon, voilà, moi, c'est ma façon de voir les choses. J'aimerais savoir ce que Rémi Pêche, éminent historien. Bon. C'est plus honnête. Bon, chaque époque amène son éclairage. Ça coïncide pas. Oui, bien sûr. Oui. Ouais. La question s'adresse à Carole. Oui, voilà. Je vous la laisse. Non, mais tu avais tendu la perche, instruit ou non par les expériences, et notamment celle d'Altamira. Pourquoi aujourd'hui, avec toutes les connaissances et les moyens techniques, à la grotte de Chauvet,
il y a ces contestations. Eh ben, on va revenir justement à ce que vient de développer Michel. La contestation, elle vient du changement et du bouleversement des paradigmes. C'est-à-dire que quand Chauvet est découverte en 1994, on est vraiment sur le modèle Leroi-Gourhan. 1965, c'est-à-dire avec cette évolution de l'art, depuis un art fru jusqu'à arriver au magdalénien, un art d'excellence, etc. Donc on a ces étapes, ces étapes dans l'évolution. Remarquons aussi que ces étapes dans cette évolution, c'est une vision qui nous vient de Mortillet, qui nous vient du début du XXe siècle, puisque la préhistoire va naître sur le modèle de la géologie. C'est-à-dire qu'il faut en faire une science. Donc on se cale sur la géologie et on fait des strates évolutives, d'où l'enfance de l'art, d'où tout ça. 1994, si on remet l'image, voilà, Chauvet est un bouleversement. Même Jean-Claude, qui va faire la première expertise, lui, il dit on est certainement aux alentours, on va dire, 20 000 à peu près pour les dessins. Sauf que les premières datations qui descendent, qui arrivent, on est en plein aurignacien, au tout début de l'art paléolithique. Et ça, c'est un énorme coup de canon. Et les gens qui refusent les dates de Chauvet, c'est parce qu'ils refusent le fait qu'il n'y a pas d'évolution dans l'art. C'est-à-dire que l'enfance de l'art, tel que Piaget, mais c'est aussi ces modèles-là, le montre, etc., c'est la même évolution dans le ferticisme. Or, si on est un peu... Avec le recul, c'est toujours plus facile de parler, c'est vrai. Mais quand on regarde l'évolution de l'histoire de l'art, quel est l'historien de l'art qui aurait osé proposer un tel type d'évolution dans l'histoire de l'art? C'est comme si Dürer était avant Picasso. Pardon, Picasso avant Dürer, excusez-moi, vous voyez, c'est exactement ça. Or, c'est pas ça qu'on a là. Et la preuve en est que on a deux phases officielles dans cette grotte, une aurignacienne, une gravétienne juste après, sauf que nous, dans les dessins, on est incapable aujourd'hui de vous dire ça c'est de l'aurignacien, ça c'est du gravétien. Voilà. Donc, c'est tout ça qui est bouleversé depuis 1994 et c'est tout ça qui est difficilement admissible par certains de nos collègues. Alors, c'est ça qui est compliqué. Parce qu'on a des dates C14. Alors, oui, mais... ils mettent des moyens techniques scientifiques à leur service, c'est ça qui est terrible. Ils datent notamment certaines parois avec une méthode de datation qui fonctionne très bien, qui s'appelle l'uranium-thorium pour les spéléothèmes, sauf qu'ils font des micro-prélèvements sur les parois, et là... Ils en font des centaines, ils ont 100 dates et ils prennent toujours la date la plus ancienne pour arriver à justifier leur... Bon, c'est un peu compliqué comme débat scientifique aujourd'hui, mais le C14 nous apporte ces dates. Même l'uranium-thorium, la fermeture du porche est faite par du chlore-36, c'est-à-dire qu'il y a eu des prélèvements à l'extérieur qui dit la porche de la grotte est fermée à moins 21 500. Donc on ne peut pas avoir de magdalénien dans cette grotte. Et pour les charbons pour les charbons au sol et les charbons sur les parois, pour vous dire la vérité, on a fait des datations il y a 1 an, on va même reculer la date de Chauvet. On est à moins 38 000 cal BP là. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui à la hauteur des dates des statuettes allemandes. Donc on a ces méthodologies qui sont là, on a les faits archéologiques. On a des faits archéologiques, on étudie les superpositions entre les figures, on a des dessins encore plus anciens que ça, etc. Mais vous savez, quand vous avez une découverte qui bouleverse les paradigmes, comme Chauvet l'a fait, c'est très difficile de se dire je remets tout sur la table et je recommence. Mais la science, c'est ça. Et quelque part, la non-acceptation d'Altamira au départ, c'était ça aussi. C'était tellement magnifique, des dessins en plus faits avec des pigments très bien conservés, etc. Et ça bouleversait les paradigmes de l'époque. Et les paradigmes qui étaient en plus là, c'était avant la séparation de l'Église et de l'État. Donc il y a aussi tout ça dans Chauvet, c'est à notre époque, c'est exactement la même chose, je pense. Voilà, ça bouleverse des paradigmes que l'on croyait acquis, et j'aime beaucoup la phrase de Nietzsche, puisque c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est la certitude qui rend fou, mais c'est la certitude qui tue la science. Et
comme je le dis souvent, nous sommes des grands frustrés, nous le resterons, puisque nous n'aurons jamais la réponse. Et ça, il faut juste se le dire. Et puis, il suffit d'une découverte demain, et on recommence tout. Jacques ? Il n'y a pas d'évolution dans l'art. Pas de progrès. Pas de progrès. Est-ce qu'on peut dire la même chose, par exemple, de la céramique, de la production technique? Non. Et pourquoi? Qu'est-ce qui distingue Parce que, l'un de l'autre? tu réponds, Carole ? Tout simplement parce que la technique, les techniques se nourrissent les unes les autres. Tandis que l'art, c'est le reflet des mentalités, de l'esprit. Et ces esprits, la création, la créativité, évoluent selon les périodes, selon les contextes. Et évoluent selon les exigences internes au groupe, qui ne sont pas les mêmes. Disons que les capacités conceptuelles des hommes depuis le début d'Homo sapiens, 45 000, sont identiques aux nôtres. Mais on n'a pas représenté au début du XXe siècle ce que l'on représente maintenant, etc. Mais on ne peut pas dire, par exemple, que, je sais pas, que l'art Carole faisait allusion à Picasso, que c'est plus évolué que l'art de la Renaissance. Pas vrai. Ou que, je ne sais pas, enfin, entre le Moyen-Âge, par exemple, et la Renaissance, il y a des différences. Mais les hommes sont les mêmes. Les contextes changent complètement au XIIIe siècle. Bon, enfin, les historiens connaissent ça. Au XIIIe siècle, les mentalités évoluent considérablement. C'est le début de la représentation réaliste. C'est l'ange de Reims, par exemple, ou de Cologne. C'est-à-dire, nous avons... ça change complètement avec le monde anxieux du Moyen-Âge. Mais c'est parce que le Moyen-Âge est anxieux que on a un art, enfin, je caricature là, qu'on a un art aussi particulier. Mais ce sont les mêmes hommes, mais ils pensent différemment, ils réalisent différemment. Puis après, il peut y avoir... En cela, je suis pour et puis même l'évolution, même la céramique, je pense à l'historien Pierre Chaunu, bon, que les historiens qui commencent à être âgés connaissent, qui parlait de phases de sommet et de décadence. Bon, il parlait de décadence. Bon, c'est la décadence, c'est pas des décadences, c'est des façons différentes. Pour les techniques, oui. Il peut y avoir des retours en arrière. Le souci, c'est qu'on veut toujours calquer une progression. On est trop cartésien pour ça. C'est pour ça que je prenais l'exemple de la géologie. Dans l'art, il y a une dichotomie en fait entre la pensée symbolique et son, on va dire, sa progression, mais qui c'est pas une progression par une échelle progressive du plus bas au plus haut, mais par sa pensée, son développement et les industries de la vie quotidienne. Un ordinateur, on va faire évoluer les techniques, mais s'il y a le symbolisme qui est autour de notre vie, lui, il n'évolue pas en fonction des techniques, il évolue en fonction de la société et de la pensée de l'humain. Et l'erreur fondamentale que l'on fait pour l'art préhistorique, c'est de vouloir calquer les cultures et la pensée symbolique. Puisqu'on voit bien qu'on n'a pas entre, on va dire, moins 40 000 et moins 12 000, on a toujours les mêmes animaux, on a toujours les mêmes techniques. Le progrès technique n'est pas un facteur chronologique. Ça ne l'est pas, ça ne l'a jamais été, ça ne le sera jamais. Et c'est ça qu'il faut arriver à voir autrement. Voilà. Et c'est très difficile dans nos domaines, et surtout pour l'art préhistorique, de se faire entendre comme ça. Voilà. Oui, j'ai une question naïve, j'en ai plein. Mais quand tu as présenté les diapos, je reviens à Altamira. Harley a dit non, c'est pas possible parce qu'il ne reste pas de fumée sur la paroi et on enlève la peinture. Donc, est-ce que vous auriez fait la même erreur? C'est-à-dire, y a-t-il eu erreur? Parce que aujourd'hui, la fumée, elle passe dessus, donc il devrait y avoir des traces de fumée, c'est naïf. Et pourquoi la peinture s'enlève? Est-ce qu'elle s'enlève à Chauvet? C'est des questions naïves. C'est pas des questions naïves. La fumée, on en trouve très peu dans les grottes. On en a à Chauvet, mais c'est
La fumée, elle ne se dépose que sur les parois froides déjà, donc s'il y avait des foyers autour, ça crée une convection. Mais ça, Harley, il ne le savait pas. Harley, c'est très intéressant, hein, parce que c'est quand même les premières analyses des matériaux à Altamira. On est fin 19e. Après, c'est aussi ça qui est là. Quand on touche, c'est frais. C'est ce que fait un breton à Pêche-Merle. C'était, et même pour nous encore aujourd'hui, hein, la découverte de Cosquer, et on va en parler de Cosquer, hein, ça a déchaîné des écrits de préhistoriens très célèbres, je ne vais pas citer de nom, qui ne croyaient pas à Cosquer, parce que c'était une grotte sous la mer, et qu'elle s'est conservée. Donc c'est toujours ça. En fait, on a avec Altamira le premier exemple, en gros, de quand on trouve quelque chose d'un peu extraordinaire, eh ben, c'est pas accepté. Et on va chercher tous les arguments pour ne pas l'accepter. Chauvet, vous touchez, vous enlevez le noir, il n'y a pas de doute. Hein. Puis il n'y a pas qu'à Chauvet, Marsoulas, il ne faut pas oublier que c'est un calcaire sur lequel on va y mettre des pigments minéraux. Donc de toute manière, vous mettez la main, vous enlevez le pigment. Voilà. Mais il fallait accepter ce fait-là que les hommes primitifs étaient capables de produire ce type de dessin. Parce que c'est plus qu'une gravure sur un os, c'est préparer les pigments, aller dans une grotte, avoir de la lumière, avoir une organisation sociale derrière. Et ça, ce n'était pas acceptable à l'époque. Du moins pas par tout le monde en tous les cas. Mais, et c'est pour ça que j'aime beaucoup le mea culpa d'un sceptique, hein, parce que Cartaillac, enfin, moi je ne connais pas de scientifique capable d'écrire ce type d'article. Hein. Il se dit, oui, je me suis trompé, les données archéologiques, etc. Et surtout, 1902, c'est le colloque de la face à Périgueux. Et là, il faut aller lire hein, les textes du colloque de la face, parce qu'il y a les contre et il y a les pour l'art préhistorique. C'est une vraie bataille, sans coup de poing, hein, juste verbal, mais c'est absolument génial. Et ils partent de Périgueux en 1902. On reconnaît l'art paléolithique dans l'univers des grottes, et ils viennent à Marsoulas, parce que Regnault publie fin 19e la grotte préhistorique de Marsoulas, sauf que l'éditeur lui change le titre de son article en grotte historique de Marsoulas, et ils viennent, en sortant du colloque, authentifier Marsoulas, tous là, hein, ils sont là, Cartaillac, Breuil, Dallot. Et c'est devant le porche de Marsoulas que Cartaillac invite Breuil à le suivre à Altamira. Voilà. Cette date, elle est 1902, elle est charnière dans notre discipline, en plus du mea culpa d'un sceptique. Annie ? Merci beaucoup. Vous nous avez parlé tous les deux des conséquences de la découverte d'Altamira et de la négation en fait en France. Il a fallu attendre 20 ans. Et que se passe-t-il en Espagne à ce moment-là? Voilà, c'est intéressant dans le domaine des idées. Voilà, voilà. C'est un peu un paradoxe parce que. Je voulais souligner un petit paradoxe, c'est que nous sommes en France, Troisième République, malgré tout, la querelle avec l'Église est une querelle assez politique, avant. Mais en Espagne, à ce moment-là, les accusations des Français, c'est les Espagnols, avec les Jésuites, l'Église catholique, sont en train de nous enfumer, entre guillemets. Alors c'est quand même un paradoxe que les Espagnols, dont on sait évidemment la place forte de l'Église, eux ont reconnu Altamira et les Français non. Voilà, je voulais souligner ça. Je crois que le paradoxe n'est qu'apparent, parce qu'en France, c'est un phénomène national, français, dans son ensemble. C'est tout. Tandis qu'en Espagne, c'est la communauté cantabrique, en quelque sorte. Sotola, c'est une petite noblesse, etc. C'est un propriétaire terrien, et il est soutenu par ses proches, à tout sens du terme, quoi. Je pense pas, je sais pas.
Mais je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit à la dimension nationale espagnole. Et non, parce que ce qui prouve... Bon, j'ai évoqué le bouquin, les congrès qu'il y a eu, dont Cartaillac rapporte, en 1880. Il n'y a rien, il n'y a pas de voix, aucune voix, ni française bien sûr, mais ni espagnole pour soutenir ce auto-là, directement, par écrit. Il n'y a personne. Le soutien est local, en quelque sorte. Il y a une différence d'échelle, je crois, qui permet de comprendre justement le paradoxe que tu soulignes fort justement. Voilà, bon, c'est ma vision des choses. J'ai pas de... Après, en France, ça ne fait pas non plus un grand tabac, hein, la reconnaissance de l'art préhistorique. Hein. C'est micro-idiomatique quand même. Il n'y a pas d'annonce dans le journal. Et voilà, c'est un petit monde qui se réunit. Et c'est plus tard que ça va prendre un peu d'ampleur. Mais en 1902, ça passe un peu inaperçu. On va s'arrêter. Enfin, je pense que c'est 12h30. C'était creusé par ces... Il s'agissait d'un débat avec Michel Barbaza autour de l'ouvrage qu'il a publié aux éditions Midi-Pyrénéennes intitulé 1902 Émile Cartaillac, le mea culpa d'un sceptique, à la librairie Ombre Blanche samedi 9 avril 2022, réalisé et mis en onde par Radio Radio.